Oui, je suis assise par terre. Et alors? Ne me jugez pas. Je sais même pas comment commencer cette vidéo, tellement j'ai de retard sur les livres dont il faut que je vous parle en update lecture. Donc au bout d'un moment, je me suis dit qu'il était temps de faire un peu table rase, qu'il était temps de vous faire un grand méga giga update lecture pour repartir sur des bonnes bases. Tout ça, voilà, je dois vous parler de tout ça. Ce que je vous propose donc mes amis, c'est que vous allez vous préparer une boisson chaude, un café, un petit thé, ou alors un petit thé glacé. Vous allez vous prendre un petit truc sympathique à manger, vous allez vous mettre dans un endroit confortable, intérieur, extérieur, ce que vous voulez, et on va passer ce petit moment ensemble. Dès que vous êtes bien installés, vous relancez cette vidéo, et c'est parti pour un petit update lecture de pas moins de 13 livres. Bon bah moi aussi je vais me mettre dans une position confortable du coup. Le premier dont je vais vous parler, c'est ma lecture la plus récente, c'est Au prochain arrêt de Hiro Hirakawa, qui est un petit roman de littérature japonaise qui était très agréable à lire, qui m'a un peu sorti d'une panne de lecture à un moment où j'avais des difficultés à trouver un peu quoi lire. Et le principe est très simple, on y suit une ligne de transport qui relie Takarazuka à Nishinomiya au Japon, et cette ligne dessert 8 arrêts où on va découvrir des hommes et des femmes qui montent et qui descendent à ces arrêts. Et c'est un roman choral où à chaque chapitre correspond un instant de vie. Les personnages ils vont se croiser, ils vont se lier, ils vont se parler, parfois pour juste un instant, parfois cette conversation va avoir des conséquences un peu plus importantes dans leur vie, ça va mener à des révélations ou des prises de conscience. Donc c'est un peu une ode à l'imprévisible, une ode à ces rencontres de passage qui peuvent bouleverser toute une existence. Et c'était, je trouve, un bon premier pas dans cette littérature japonaise, dans ce côté instant de vie, lenteur, introspection. C'était un roman agréable, ça cassait pas 3 pattes à un canard, ça n'a pas bouleverser mon existence ou ni révolutionner le genre, c'est un type de narration qu'on retrouve quand même assez souvent, mais on a ces multiples trajectoires qui vont voilà, se croiser, se recroiser, qui vont se bouleverser, et au final ce train qui semble être un simple train va en fait être le lieu de beaucoup de changements et de révélations, et donc c'était très mignon à suivre, alors que pourtant il y a aussi des thématiques assez dures qui sont abordées, comme la trahison, les violences conjugales, etc. Mais on a des personnages qui sont très émouvants, qui sont très forts, ou au contraire très lucides sur leurs propres faiblesses, et j'ai trouvé ça vraiment chouette comme lecture, si vous avez l'occasion de feuilleter, et que la littérature japonaise vous intéresse mais que vous avez peur peut-être de la lenteur de certains ouvrages beaucoup plus longs, celui-ci qui fait un peu moins de 200 pages est parfait pour, voilà, pour vous lancer un peu dans cette littérature japonaise. Et bien écoutez, le hasard fait bien les choses puisque le second dans cette pile c'est aussi un livre de littérature japonaise et c'est Les Doigts Rouges de Keigo Higashino. Dans mon Midi Africa Book Tag, je vous avais parlé de La Leçon du Mal, qui avait été une de mes meilleures surprises et qui m'avait un peu relancé ou lancé tout court dans le thriller japonais. Et donc Higashino c'est vraiment le maître du thriller japonais, donc j'ai voulu découvrir un peu sa plume. Et ici dans Les Doigts Rouges, c'est très simple, on va découvrir un employé de bureau qui a une vie assez monotone, assez lente, et qui un jour reçoit un appel de sa femme qui lui dit « Rentre tout de suite, là maintenant, il faut que tu rentres ». Elle lui dit pas pourquoi, mais elle a l'air un peu stressée et tout, donc ok, il rentre chez lui, et en fait, il y a le corps d'une gamine de 9 ans qui est dans son jardin, et la gamine est morte. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Tout le thriller va être de ce côté-là, on va suivre aussi évidemment les inspecteurs qui vont essayer d'enquêter sur la disparition de cette petite fille, et j'ai vraiment beaucoup aimé puisque parfois dans les thrillers un peu français, moi ce qui me manque c'est qu'on est dans une succession d'événements, une succession de rebondissements, mais que les personnages sont assez peu développés, ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, pourquoi ils agissent comme ça, parfois c'est un peu incompréhensible parce que ça va trop vite à mon goût. Ici c'est l'opposé, on n'est pas du tout dans cette succession d'actions, de rebondissements, etc. On est vraiment sur, ok, là maintenant toi, t'es un mec, tu rentres chez toi, il y a le corps d'une gamine dans ton jardin, tu sais pas pourquoi. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu agis comme ça? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête comme raisonnement qui fait qu'à la fin t'arrives à prendre telle ou telle décision? On est vraiment sur ce type de thriller. Et donc j'ai beaucoup aimé. Ça fonctionne parce qu'aussi c'est très court. Le livre fait 200, voilà, un peu plus de 230 pages, donc bien sûr que ce type de narration fonctionnerait pas sur 500 pages, mais puisque c'est un thriller qui est très court, ça fonctionne très bien. Donc je peux pas vraiment vous en parler davantage parce qu'évidemment c'est un thriller et que on ne spoile pas sur cette chaîne, mais si vous avez envie de vous lancer dans un Higashino, en tout cas celui-là était très bon, j'en ai acheté depuis. Il y a un beau développement du suspense, il y a un beau développement des personnages, il y a un beau dénouement, bref, tout était réussi, tout était très bien fait et j'ai beaucoup apprécié ma lecture.
On arrive maintenant à ma nouvelle autrice chouchou dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, mais j'ai continué ma découverte de l'œuvre de Benoît de Groult avec La part des choses et j'ai adoré. C'est pas un coup de cœur comme Les Vaisseaux du cœur, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. En gros, on suit plusieurs couples d'amis qui ont autour de 50 ans et qui vont sortir un peu de leur petit train-train familier pour faire une grande croisière en bateau. Ça se passe dans les années 70 et on va un peu découvrir tous ces couples, même s'il y en a un qu'on va suivre un peu en particulier, dont la femme qui s'appelle Marion. C'est un peu avec elle que tout débute. Et ce livre explore vraiment en profondeur deux thématiques qui sont les relations maritales et le voyage à l'étranger, surtout quand on va dans des pays qui ont un développement économique différent et par différent inférieur au nôtre. C'est-à-dire que là, il y a quand même une très grosse critique de nous, occidentaux, privilégiés, aisés, etc., quand on va dans des pays comme par exemple l'Inde, le Pakistan, voilà, qui sont plus pauvres que le nôtre, on est ému, on est très ému par cette pauvreté et en même temps on va juger un peu leur culture, on va leur prêter des envies, des désirs que nous on aurait à leur place, etc. On va vraiment calquer et forcément voir leur existence à travers notre prisme, ce qui est totalement égocentré, et surtout on est très ému sur le coup, et puis ensuite on part et on oublie. Et puis on retrouve son petit train-train quotidien et son petit cadre familier, et ce qui nous a ému, finalement nous semble très loin, et on a un peu cette condescendance, voilà, de parler des choses qui sont atypiques, qui sont folkloriques, etc. Et donc il y a une critique qui est faite un peu autour de ça. Et le deuxième thème, c'est les relations de couple, surtout quand on est marié depuis longtemps. Comment on fait pour rester heureux? Comment on fait pour être fidèle? Est-ce que la fidélité émotionnelle, c'est pareil que la fidélité sexuelle? On comprend très vite qu'entre Marion et son mari, il y a eu un secret, il y a quelque chose qui s'est passé qui a bouleversé un peu leur couple. On y parle aussi de la place de la femme quand elle vieillit, comment on fait pour se sentir encore désiré, désirable. On a plusieurs personnages féminins, certains qui sont plus ou moins féministes forcément, mais qui dépeignent une réalité. On en a une, je crois qu'elle s'appelle Iris, qui se place tellement dans « non mais je suis vieille » et qui utilise tellement ce mot pour se caractériser elle-même que tout le monde finit par la voir comme vieille et qu'elle finit par elle-même s'emprisonner dans ce schéma que la société lui a imposé mais qu'elle a fini par s'imposer elle-même, etc. On a Marion qui essaye de trouver un équilibre entre la manière dont elle aime son mari, l'équilibre dont elle a besoin, dont il a besoin, et en même temps ces espèces d'idéaux de fidélité qu'on aimerait tous avoir, mais est-ce que finalement ça nous convient? Il y a plein de thématiques comme ça qui sont abordées, j'ai surligné tellement de passages dans ce livre que j'ai lu sur liseuse, donc je les ai pas forcément là, mais j'ai trouvé que la plume de Benoît de Groult était toujours exceptionnelle, sublime, et j'ai trouvé qu'elle avait une lucidité sur les relations humaines, sur évidemment la place de la femme. C'est un livre féministe, c'est pas parce que tous les personnages ne sont pas des femmes en puissance que ce n'est pas un livre féministe, ça dépeint en fait plein de problématiques féminines. Il y aurait des milliers de choses à dire sur ce livre, mais j'ai pas envie que cette vidéo dure 3 heures, donc je vais m'arrêter là, mais c'était vraiment sublime à lire, c'était très enrichissant, c'est un livre que je lui relirai avec grand plaisir, et je vais continuer à découvrir la bibliographie de cette autrice qui est absolument un génie. On continue avec un classique de la science-fiction que j'ai enfin découvert après tant d'années à vouloir le lire et après que tant d'entre vous m'aient dit que c'était vraiment un coup de cœur. Mais j'ai lu Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes, je sais pas trop comment on dit. Là c'est la version augmentée, donc le livre en lui-même ne fait pas toute la taille là, de l'ouvrage. Voilà, vous avez toute cette partie-là, qui fait partie du roman, qui de base en fait est une nouvelle très courte, qui a reçu un prix, qui a été travaillé par l'auteur, et ensuite il s'est dit quand même, il y a matière à étoffer, il s'est dit je peux transformer cette nouvelle en roman. Donc dans tout cet ouvrage en fait, quand vous prenez l'édition augmentée chez J'ai lu, vous avez le roman en entier. Vous avez aussi toute une partie où l'auteur vous décrit comment il a travaillé sur ce texte et la nouvelle initiale, qui est très courte. De quoi ça parle? En gros, on y suit Charlie, qui est un adulte de 32 ans, qui est déficient mental, qui travaille dans une boulangerie, et tout est sous la forme d'un journal qu'il écrit. Donc au début, c'est écrit avec énormément de fautes d'orthographe, où on comprend que Charlie, il n'arrive pas à réfléchir correctement comme un adulte normal, entre guillemets, il a des petits problèmes, et il suit des cours pour adultes, parce qu'il veut devenir intelligent.
Dans ce cours pour adultes, en gros, il va être repéré pour une expérience qui permettrait de augmenter son intelligence progressivement. Ça a réussi sur une souris. En gros, ils ont réussi à rendre une souris qui s'appelle Algernon très intelligente, et du coup, ils se sont dit on va tester sur un humain. Ils préviennent Charlie, attention, ça peut ne pas marcher, on ne sait pas ce qui va se passer, mais si tu veux vraiment devenir intelligent, bah peut-être que c'est ta chance. Charlie va devenir intelligent. Le problème, c'est que ça ne va pas durer, que l'expérience va réussir jusqu'à un certain point. Et à travers ce journal, on va suivre l'évolution de cet homme qui va devenir tellement intelligent que presque il en souffre de cette intelligence parce que finalement il comprend un peu trop bien ce monde, il a du mal à s'adapter aux autres. Et ensuite, quand on a atteint ce niveau de compréhension suprême, qu'est-ce qui se passe si on redescend? Qu'est-ce qui se passe si on régresse? Et c'était hyper émouvant. Franchement, j'ai eu les petites larmes aux yeux, je l'avoue, au cours de la lecture, parce que Charlie est hyper touchant dans la mesure où déjà, on a cette progression intellectuelle, cette progression au niveau de sa mémoire, sa capacité de réflexion. Il va être tellement intelligent, mais au fond, l'intelligence, c'est pas que ça, c'est pas seulement la capacité de résoudre des problèmes, de retenir des choses, c'est aussi cette intelligence sociale, cette intelligence émotionnelle. Et ça, comment on l'apprend? Bah, c'est à travers des expériences que Charlie n'aura pas eues. Donc il va aussi se battre entre cette version de lui qui semble supérieure, qui semble tout comprendre, et cette version de lui qui est en fait un enfant qui n'a pas été amoureux, qui ne sait pas comment aborder les femmes, qui ne sait pas comment avoir de vrais amis, et qui va être en conflit tout le temps intérieur avec lui-même, qui va essayer de se battre avec tout ça. Et j'ai trouvé ça vraiment très malin de la part de l'auteur de mettre voilà, en confrontation cette intelligence un peu raisonnée qu'on met beaucoup en valeur dans nos sociétés actuelles, et cette intelligence émotionnelle qui parfois est délaissée, qu'on ne considère pas comme de l'intelligence, mais qui est nécessaire pour l'équilibre d'un être humain. Cette nécessité de faire ses propres expériences. On ne peut pas juste tout apprendre dans les livres, il faut aussi vivre la vie, et Charlie va un peu se confronter à ces problèmes-là. C'était hyper émouvant, hyper touchant. Ensuite, le prochain livre, je vais y passer rapidement parce que j'ai pas tant de choses que ça à en dire, mais j'ai lu Après nous les oiseaux de Raquel Aslund, qui est un livre de science-fiction aussi danoise, donc j'étais très curieuse de découvrir de la SF danoise puisque je n'en ai encore jamais lu. Et en gros, le monde est en ruine, et il y a une survivante. On va donc suivre cette survivante qui va décider de partir du foyer, de la maison dans laquelle elle était jusqu'à maintenant. Le vent s'engouffre, etc. C'est très bien écrit, très poétique. Il y a une première scène où le vent s'engouffre un peu partout et finalement finit par la réveiller de cette torpeur où elle se dit « il faut que je parte, sinon je vais mourir ». Elle part. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous en dire. J'ai été assez décontenancée par cette lecture dans le sens où la plume est magnifique, la plume est vraiment magnifique, mais on n'en apprend pas plus sur cette fin du monde. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu ces incendies? Pourquoi avec sa sœur elles ont dû se réfugier dans ce qu'on comprend être un métro? Pourquoi est-ce qu'elle est la seule à avoir survécu? Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle recherche? Quelle est sa quête? On n'en sait pas beaucoup plus. Tout ce qu'on sait, c'est cette femme essaye de survivre, et finalement dans cette terre dévastée, il y a encore des oiseaux. Il y a encore des oiseaux qui ont survécu, il y a encore le chant des oiseaux. Et c'est un peu tout ce que je peux vous en dire, c'est magnifiquement bien écrit, mais moi il m'a manqué quelque chose, il m'a manqué cette explication, il m'a manqué cette compréhension de ok, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on en est là, qui est-elle? Moi je n'ai pas compris qui était ce personnage, je me suis pas attachée à elle, j'ai pas vraiment saisi ses motivations à part cet instinct de survie, et le livre a beau être très bien écrit, moi je me suis pas attachée au personnage, j'ai pas compris cet environnement, donc j'ai été assez dubitative. Ça se lit extrêmement vite, ça fait 180 pages et c'est écrit vraiment très gros. Donc si vous êtes curieux, si la SF un peu apocalyptique, abstraite, peut vous plaire, ce qui fait quand même 3 mots-clés assez spécifiques, eh bien écoutez, tentez. Je sais que j'en ai parlé avec Snodza qui elle a dit que ça l'avait pas du tout gêné, qu'on ne sache pas où on allait, d'où on venait. Moi ça m'a gênée, mais c'était pas une mauvaise lecture, c'était quelque chose d'intéressant à lire. C'était une proposition en tout cas livresque très intéressante, ça l'a pas forcément fait pour moi, mais c'est à tenter. Là on change totalement de registre puisque c'est un livre de non-fiction sur les Daft Punk, et c'est Daft des journalistes Pauline Guéna et Anne-Sophie Jeanne. C'est un livre sur les Daft Punk et en même temps pas sur les Daft Punk.
Je m'explique. J'adore les Daft Punk. Si vous aimez aussi ce groupe, le documentaire Unchained est absolument magnifique. Et ce livre va partir justement de la création de ce groupe emblématique. Et surtout, ça va être un prétexte pour revenir sur l'arrivée de la techno en France, de la musique électronique. Et c'était absolument passionnant puisque, entre plusieurs chapitres qui racontent la naissance du groupe, comment ils ont trouvé leur patte, comment ils se sont produits pour la première fois, comment ils ont créé de la musique pour les premières fois, on va découvrir plein de personnages secondaires qui vont graviter dans ce milieu musical et qui en fait vont être représentatifs, symboliques du bouleversement, de la mutation de la musique à cette époque. Par exemple, on a une jeune femme qui va travailler dans une radio, Radio Nova, qui à l'époque passait beaucoup de musique alternative comme la techno, beaucoup de musique naissante. On va découvrir un disquaire qui passait et qui commandait beaucoup de disques, pareil, qui étaient uniques, qui avait senti un peu cette vibe naissante de la techno, de la musique électronique et qui va influencer forcément nos amis, mais aussi des groupes comme Phoenix ou encore Pedro Winter. Et c'était vraiment un espèce de panorama global de la transformation musicale de cette époque et c'était hyper intéressant, vraiment bien écrit, bien documenté. Il y avait beaucoup de choses que je savais déjà sur les Daft Punk, mais j'ai appris aussi d'autres choses et c'est vrai qu'on va découvrir aussi pas mal de groupes et d'artistes qui ont gravité autour de notre duo à cette époque. Et si vous aimez la musique, si vous aimez surtout la techno, et si vous avez envie d'en connaître un peu plus sur ce paysage musical des années 90, franchement, foncez sur ce livre, il était trop bien. On enchaîne avec un livre un peu particulier qui est publié aux éditions L'Homme sans nom, et c'est Paternoster de Julia Richard, qui, je le sais, en ayant vu beaucoup d'avis sur les réseaux sociaux, est un coup de cœur pour énormément de personnes. Alors ça n'a pas été mon cas, mais c'est une lecture qui reste très intéressante et un peu comme Après nous les oiseaux, a été une vraie proposition littéraire, puisqu'en gros, on suit Dana, qui est une jeune femme racisée qui vient d'un milieu modeste et qui va rencontrer Basile, qui pour elle est vraiment l'homme parfait. Il est séduisant, il vient d'un milieu aisé, il est gentil, il la comprend, blablabla. Il décide de la présenter à ses parents, et quand elle arrive chez eux, ils sont trop bizarres. Ils sont trop bizarres, il y a une ambiance hyper malsaine, un peu glauque, un peu, voilà, à la Daphné du Maurier où juste t'arrives dans une maison, il y a des gens et leur comportement, l'environnement te font sentir trop mal. Et en gros, on va suivre Dana qui va essayer de lutter un peu dans tout ça et sa réalité va peu à peu être bousculée et je ne vous en dis pas plus. Moi, ça n'a pas été la révélation que j'attendais, dans le sens où c'est un peu le schéma classique. On voit un livre sur les réseaux, tout le monde l'a adoré, c'était un coup de cœur pour absolument tout le monde, etc. Donc nous, quand on le lit, on a des attentes très élevées sur le roman, et forcément on a projeté certaines envies dessus, qui sont plus ou moins réalisées. Moi, ça n'a pas été mon cas parce que ça n'avait pas été le coup de poing que j'ai vu un peu partout, mais c'est un roman très fort, avec des thématiques très importantes qui sont soulevées, qui est très féministe, qui est très engagé, et c'est vraiment brillant, je trouve, comme narration, comme choix de narration. L'autrice a vraiment très bien construit son roman, elle a très bien choisi ses personnages, son ambiance, elle a vraiment tout mis en scène de manière parfaite pour qu'à la fin on soit « Ok !» Elle nous a menés en bateau, Donc si vous aimez bien les romans engagés, les romans à suspense, les romans d'ambiance, celui-ci risque de vous plaire. Il était vraiment très sympathique. Pour vous dire, ça n'a pas été un coup de cœur, mais je l'ai lu en une journée. C'était un dimanche, je l'ai commencé le matin et je l'ai lu au fur et à mesure de la journée. Et donc voilà, ça a été assez addictif. On a envie de savoir ce qui va se passer. C'est bien écrit. Je vous en dis pas plus, mais franchement, vous risquez de ne pas être déçus par la lecture de ce livre. Nous avons ensuite l'œuvre d'une autrice que j'adore, et c'est Bérengère Cournu avec Zizi Cabane, qui a été une excellente lecture. J'ai trouvé ça tellement mignon. En gros, on suit une famille qui habite dans une maison et la mère a disparu. Elle s'appelle Odile, je crois. C'est ça, Odile a disparu. Elle laisse derrière elle son mari Fernand et leurs 3 enfants qui s'appellent Béguin, Chiffon et Zizi Cabane. En vrai, c'est pas leur vrai prénom, mais c'est des surnoms en fait qui se sont donnés suite à voilà, juste un petit événement ou un petit souvenir, etc. Et comment Zizi Cabane, Chiffon, Béguin et Fernand vont se reconstruire, vivre, alors que Odile a disparu et qu'ils savent pas où elle est. Et en gros, le récit est constitué de 2 types de narration. On a les chapitres où on suit nos personnages principaux, et on a des chapitres qui sont en italique,
comme ça, qui sont un peu plus poétiques, où on comprend qu'on suit l'esprit d'Odile. On sait pas où elle est, mais on suit l'esprit d'Odile. Et il y a un grand lien qui est fait avec l'eau, puisqu'au moment où Odile s'en va, la maison commence à fuir, et on ne sait pas d'où vient la fuite. Et en fait, ça va faire lien avec cet esprit d'Odile, l'eau, la manière dont cette fuite, cette eau va accompagner la reconstruction des enfants, la vie des enfants, la vie de ce mari aussi qui n'arrive pas à laisser partir cette femme qu'il aimait profondément, des personnages secondaires qui vont arriver et qui vont être un espèce de souffle d'air frais pour cette famille, et c'était magnifiquement bien écrit, très poétique, très touchant. Les personnages ils sont trop mignons, j'étais trop triste de les quitter à la fin. C'était bouleversant comme lecture, je trouve que Bérengère Cournu, elle a cette capacité, ce talent pour décrire des environnements, des personnages, etc. de manière très poétique et en même temps très juste, c'est-à-dire que on reste dans beaucoup d'abstraction et en même temps on saisit les choses, on saisit les émotions, on saisit les personnages, on saisit ce qui les anime, les doutes. Parfois pas toujours pourquoi ils font les choses, mais en même temps, ils sont d'un réalisme vraiment brut. En fait c'est ça, elle utilise les bons mots, elle utilise des mots bruts, elle utilise des émotions brutes, et ensuite elle les magnifie, elle les enrobe avec des mots, elle rend ça poétique, elle rend ça un peu onirique forcément avec cette espèce d'esprit de l'eau qui est Odile, et c'était absolument sublime. J'ai retrouvé ce qui m'avait beaucoup plu dans De Pierre et d'Os et que j'avais pas forcément retrouvé dans Né contente à Orailby de la même autrice, mais là si vous avez aimé De Pierre et d'Os, si vous avez été sensible à cette plume, vous avez forcément aimé Zizi Cabane, que j'ai vraiment beaucoup aimé et que je relirai probablement parce que c'était tellement bien écrit que c'est une source d'inspiration je trouve. Ensuite, il y a un excellent space opéra qui s'est glissé dans ses lectures, dans ses dernières lectures, avec Cantique pour les étoiles de Simon Jiménez. Alors c'est pas forcément le livre le plus facile à prendre en main, dans le sens où déjà, les premiers chapitres, on suit un personnage qui n'est pas du tout le personnage principal de cette histoire, puisque notre personnage principal c'est Nia, qui est une capitaine et voyageuse intergalactique, qui va en fait rencontrer ce premier personnage de ses premiers chapitres, et via cette connexion avec cet homme, elle va ramener avec elle un enfant qui un jour s'est écrasé sur une planète. L'enfant, on sait pas d'où il vient, on sait pas d'où il sort, parce que normalement pour voyager à travers l'espace, il faut aller dans la poche. La poche c'est plusieurs années, etc. C'est dur physiquement. Et lui, il a pas fait ça. Donc d'où il vient, comment il a fait pour voyager comme ça sans passer par cette poche, on n'en sait rien. Nia va finir par le ramener, et on va comprendre que ce garçon il est un peu spécial. Elle va forcément développer une relation toute particulière avec lui parce que au début il parle pas, il est très renfermé, et elle va réussir à l'ouvrir petit à petit et voilà, créer un lien spécifique avec lui. Et en parallèle, on va suivre une scientifique dont le destin va être étroitement lié aussi à celui de Nia et de ce jeune garçon. Je vous en dis pas plus parce qu'en gros, il y a tellement d'histoires entremêlées les unes avec les autres que c'est vraiment très difficile de faire un résumé en fait complet, non spoilant et exhaustif de cette histoire, parce qu'il y a vraiment, on va dire, 2-3 personnages principaux dont les destins vont un peu se croiser, se décroiser, se recroiser, et ça crée une espèce de grande fresque comme ça dans l'espace. Donc le côté science-fiction n'est pas si dur que ça à suivre, mais c'est plutôt l'enchevêtrement de toutes ces histoires qui est parfois un peu difficile, mais c'était vraiment très touchant. Je trouve que pour un premier roman, je crois que c'est le premier roman de l'auteur, c'était très bien écrit. On a vraiment ce suspense, ce côté mystérieux de qui est cet enfant, d'où est-ce qu'il vient, et c'est ça un peu la trame principale de cette histoire. Et j'ai vraiment adoré, ça faisait longtemps que j'avais pas lu une histoire et un space opéra qui m'avait autant embarqué. Je pense que la dernière fois c'était Les Enfants du passé de Luce Baster, qui finalement m'a beaucoup fait penser à ce livre, enfin plutôt l'inverse, ce livre m'a fait penser à Les Enfants du passé, puisque on a vraiment cette intrigue de un garçon existe, il est recueilli par un capitaine de vaisseau, il y a un mystère autour de lui, donc c'est vraiment un peu la même base, et autour de ça, on va avoir beaucoup de questions philosophiques, morales, éthiques, scientifiques qui sont posées à travers les actions de nos personnages, à travers l'évolution de la société humaine, à travers les différentes populations des différentes planètes, donc c'était très complet. C'était très humain, c'était bienveillant et en même temps très dur, donc c'était une belle représentation je trouve de l'humanité,
voilà, cette capacité du meilleur, cette capacité du pire. Et si vous aimez la science-fiction et si vous aimez le space opéra, vraiment ce livre, c'est une valeur sûre. Alors si vous l'avez lu et que vous ne l'avez pas aimé, dites-le moi en commentaire parce que j'aimerais bien savoir pourquoi. Parce que pour moi, il y a un peu tous les ingrédients qui font que c'est un livre réussi. Des bons personnages, un environnement riche, foisonnant, bien décrit et très bien imaginé, une intrigue qui est un peu haletante, où il y a du suspense, etc. Et des belles valeurs, des réflexions, des remises en question, donc bref, tout ce qui fait une bonne histoire. Alors là, on arrive aux deux derniers romans qui sont pour le coup des déceptions. On en a un qui va peut-être vous étonner parce que j'ai vu beaucoup de louanges à son propos, mais moi, il ne m'a pas du tout convaincue, et c'est Paideia de Claire Garrand qui est publié aux éditions La Volte. Les éditions La Volte, elles sont réputées pour publier des textes de science-fiction, de fantasy assez littéraires, et pour le coup, en fait, c'est un peu ça, le défaut du livre. L'histoire, c'est qu'on suit 10 petites filles qui sont élevées pour devenir les futures mères de l'humanité. On a détruit la Terre, les hommes sont partis sur des vaisseaux classiques, et il y a 10 petites filles qu'on va élever avec des parents voilà, qui sont attribués, et elles sont destinées à porter les futurs enfants de la recolonisation de la Terre, parce que là c'est bon, ça fait longtemps que la Terre a été détruite, on est prêt. Mais il y a un petit compte à rebours parce que c'est vraiment très peu de jours, semaines avant que justement ces jeunes filles ne soient renvoyées sur la Terre. Pourquoi je dis que le fait que ce soit littéraire soit le défaut? Parce que il y a vraiment cette volonté de proposer un texte qui est travaillé, qui est écrit, et qui se met au service d'un genre qui est souvent un peu décrié, qui est la science-fiction. Mais pour moi, ça alourdit le récit de ouf. En fait, il y a cette volonté de bien faire, il y a cette volonté d'être littéraire, mais c'est pas au service de l'histoire pour moi. Parce que là, on est sur un récit qui est très lourd, qui est très lent, avec des tournures de phrases, avec des mots compliqués, et finalement, on est quand même en train de suivre normalement une petite fille, donc déjà c'est pas cohérent, ça fait pas sens avec son âge, on a l'impression qu'elle pense pas de manière normale, donc après est-ce que c'est parce qu'elle a une éducation particulière? Bon, soit ça peut s'expliquer, mais cette petite fille elle est antipathique, ses actions sont pas forcément compréhensibles, elle se rebelle mais on comprend pas vraiment pourquoi, on comprend pas vraiment contre quoi. Et de nouveau, c'est pas forcément cette histoire qui m'a déplu, parce que j'ai bien aimé le fait que ça tourne autour de cette instrumentalisation du corps de la femme, et le fait qu'on enlève le libre arbitre de cette jeune fille pour lui imposer voilà, un rôle dans la société, c'est un peu ta fonction, ça fait un peu forcément écho et référence au rôle et aux injonctions qu'on essaye de faire aux femmes, voilà, actuellement, de faire des enfants, etc. Donc tous les messages sont bons, l'histoire est bonne, tout est bien pensé en fait, tout est intelligent, mais on a cette plume qui est presque trop travaillée pour moi et qui... J'ai l'impression qu'il y a un peu un côté regardez, je peux bien écrire, regardez, on peut faire de l'ASF qui est littéraire. Alors oui, mais pour moi la plume elle devrait jamais se faire au détriment de l'intrigue et de l'histoire, et là ça ne sert pas l'histoire. Moi ça m'a sorti en fait à chaque fois, parce qu'on a ces descriptions qui sont assez compliquées, assez abstraites de ce vaisseau, de ces équipements qui nous aident pas du tout à nous imaginer, à visualiser, à nous placer dans l'espace, dans cet environnement. Et en fait j'ai l'impression que l'objectif est assez raté, parce qu'on a cette volonté probablement d'aller en profondeur sur les choses, et en fait on survole tout. C'est un peu le sentiment que j'ai eu. Bref, en tout cas, c'est pas un livre facilement accessible. Il est vraiment assez compliqué à lire, je trouve. Et je félicite forcément l'effort de publier ce genre de texte. Je félicite le travail d'écriture qu'il y a derrière. Mais moi, ce que je cherche quand je lis un livre, c'est pas forcément le travail de la plume, mais c'est d'abord quand même une histoire immersive, une histoire qui va me procurer des émotions. Et c'est pas ce que j'ai eu. Et enfin, le dernier roman, avant de finir par les deux graphiques, c'est un des livres les plus what the fuck que j'ai lu ces derniers temps, parce que je ne sais pas quoi en penser. Il m'a laissé dubitative, mais vous imaginez même pas à quel point. Vraiment, je ne sais pas quoi en penser. Et ce livre, c'est Entends la nuit de Catherine Dufour, qui est une autrice française assez reconnue pour ses écrits un peu fantastiques. Et c'était trop bizarre, vraiment trop bizarre. On y suit une jeune femme qui va travailler, en fait, va avoir un nouveau travail dans une entreprise d'immobilier, de bâtiment, un truc comme ça. Elle communique à distance avec l'un de ses chefs qui est assez beau, assez mystérieux, bref, vous imaginez à la Twilight, tu vois. Un jour, il va y avoir la foudre qui va tomber sur le bâtiment et il va se passer quelque chose d'assez bizarre.
Oui, ça a changé de plan parce que j'ai perdu un bout de rush, mais je disais donc qu'il va y avoir un orage et que Myriam, elle va être sauvée à distance par son boss qui s'appelle Duncan, et on va se rendre compte du coup que c'est un être surnaturel, il n'est pas comme les autres. Et s'ensuit une espèce de, voilà, de relation, ils vont devenir de plus en plus proches et ils vont devenir de plus en plus dépendants l'un de l'autre. Vraiment, on est sur une vibe Twilight à mort, mais du coup, voilà, c'est là le point le plus important du récit, c'est est-ce que c'est du premier degré, c'est-à-dire qu'est-ce que vraiment l'autrice a voulu faire une histoire d'amour entre un être surnaturel et une humaine, ou est-ce que c'est une espèce de parodie, est-ce qu'elle se moque un peu des codes de tous ces romans qui ont été publiés il y a 15 ans et qui ont fait fureur. Mon avis dépendra entièrement de la réponse à cette question. Bon, désolé si le cadre il a un peu changé, j'avais plus de place sur ma carte mémoire donc j'ai dû aller la vider, mais je disais, c'est nul si c'est premier degré. Par contre, si c'est deuxième degré et que ce livre est une espèce de parodie de justement tous ces Twilight avec une meuf qui tombe amoureuse d'un mec un peu dangereux, mystérieux et un peu malsain, on va pas se mentir, là c'est un peu réussi. Donc pour le coup, c'est un livre pour lequel, pour me prononcer et me dire si je trouve que c'est un bon ouvrage ou pas, il faudrait que j'ai un peu l'intention de l'autrice, c'est-à-dire de dans quel but elle a écrit cet ouvrage. Est-ce que c'est une parodie de Twilight et de toute cette époque où le mythe du vampire et de cette jeune femme qui tombe amoureuse d'un mec un peu mort, c'était un peu la mode. Est-ce que c'est une parodie de ça? Dans ce cas-là, franchement, why not? C'était assez sympathique, il y a quand même des trucs qui se passent et tout. Mais si c'est de nouveau une autre énième histoire d'une jeune femme qui se laisse envoûter et un peu prendre dans les griffes d'un être surnaturel, et là c'est un peu plus dérangeant parce que franchement, cette Myriam, elle saoule un peu. Elle fait un peu la meuf indépendante, mais elle est très vite sous l'emprise de ce Duncan. Et je trouve qu'elle prend des décisions et qu'elle finit par faire des choses qui sont un peu irréalistes et pas trop crédibles et tout. Donc bref, c'était vraiment bizarre comme lecture. C'était très particulier. Après, dans tout ce qui est ambiance angoissante, un peu malaisante, ce côté découverte un peu sombre de Paris, dans les catacombes, vous voyez, ce genre d'ambiance et tout. Là, franchement, c'est réussi. Il y a une très bonne ambiance, la plume de l'autrice est très chouette, et en tout cas, ça m'empêchera pas d'aller découvrir d'autres œuvres de Catherine Dufour. Mais c'est vrai que cet ouvrage-là, c'est vraiment tout l'un ou tout l'autre, et j'ai vraiment envie de savoir quelle était l'intention de l'autrice. Donc si vous le savez, n'hésitez pas à le dire en commentaire pour que les autres aussi abonnés puissent le découvrir et pour m'informer. Parce que comme ça, peut-être vous allez éclairer ma lanterne et me laisser un peu moins dubitative sur cette œuvre. Mais j'ai hâte de connaître un peu votre ressenti si vous l'avez lu. On arrive au bout de cette update lecture avec les deux romans graphiques que j'ai lus récemment. Le premier, c'est La Cure de Mario César, qui en gros est un témoignage sur les thérapies de conversion au Brésil et sur l'homosexualité au Brésil. On y suit un jeune garçon qui va se découvrir homosexuel, mais qui est dans une famille très religieuse, dans un pays où l'homosexualité n'est pas du tout acceptée. Et on va avoir du coup tout ce qui va souffrir, accepter pour essayer d'être vu comme normal aux yeux de ses proches, aux yeux de la société, et comment il va évoluer en tant que personne. C'était très poignant comme récit. J'ai trouvé qu'il manquait un poil de développement du personnage pour qu'on s'y attache, dans le sens où oui, c'est une personne homosexuelle, mais il n'est pas que ça. C'est qu'est-ce qu'il aime faire dans la vie, qu'est-ce qui l'anime, etc. J'ai trouvé que on prenait pas le temps de le décrire en tant que personne, en tant qu'individu, ce qu'il aimait faire, ses peurs, ses doutes, autres que tout ce qui était lié à l'homosexualité. J'imagine que c'est pour ne pas faire un roman graphique qui est non plus trop long, mais ça nous empêche un tout petit peu de s'identifier à lui, de s'attacher à lui, voilà. Il devient plus un symbole, une représentation plutôt qu'un individu à part entière, et j'ai pas vraiment vu ça comme un témoignage. C'est un récit qui est vraiment nécessaire, qui est utile, très enrichissant, qui manque peut-être un poil de développement au niveau des personnages. Peut-être que la fin est un poil expédiée, un poil rapide pour moi, mais ce genre d'ouvrage en fait c'est forcément des bonnes lectures parce que ça nous éveille, ça nous en apprend plus, ça nous amène à réfléchir sur l'évolution de la condition homosexuelle dans notre monde en général et de voir la différence des mentalités qu'il peut y avoir en France, au Brésil. Et c'était une très chouette lecture que je recommande si c'est une thématique qui peut vous intéresser.
Et enfin, last but not least, on a un autre roman graphique, toujours de non-fiction, qui s'appelle La génétique du cœur de Philippe Amouyel et Éolise Chauchois, que j'ai vraiment beaucoup aimé, puisque ça parle de génétique. C'est en gros une jeune femme qui va voir son père et qui dit oui, avec ma sœur, nanana, on veut faire les petits tests ADN pour savoir d'où on vient. Vous savez, c'est un peu à la mode là pour voir si t'as 8% d'origine nordique, 19% d'origine africaine, ce genre de choses. Et son père lui dit attention, j'ai travaillé dans ce genre de laboratoire et il y a des dérives, il peut y avoir des dangers. C'est aussi très utile, mais il peut y avoir des dangers. Et en gros, ça explique un peu quelle source de données, sur quelle base statistique ces entreprises se basent pour les ADN, et que forcément en fonction de la data de base que tu prends, t'auras pas les mêmes résultats et que du coup c'est plus ou moins véridique et plus ou moins bien sourcé. Le danger aussi qu'il peut y avoir à connaître l'ADN des gens, par exemple si on sait que tu as le gène du cancer du sein, bah, peut-être qu'un employeur va pas te prendre, des choses comme ça, et en même temps bah, l'intérêt, le progrès scientifique que ça a été de connaître l'ADN, d'arriver à analyser l'ADN des gens, tout ce travail qu'il y a autour de la génétique. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est très bien vulgarisé, très bien expliqué. On n'a pas de leçon de morale de oui il faut faire ça ou pas faire ça, mais c'est simplement de voilà comment sont les choses, voilà tout l'apport scientifique, médical que l'ADN, que la découverte de l'ADN, que l'analyse de l'ADN nous a apporté. Et voici les dangers aussi, les dérives qui peuvent être faites par des entreprises peu soucieuses, et ça reste une donnée personnelle très importante qui peut être très mal exploitée par des sociétés qui voudraient en faire de l'argent ou qui voudraient vendre ces données de nouveau à d'autres entreprises un peu mal intentionnées. Et c'était hyper intéressant parce qu'il y avait plein d'aspects de tous ces tests ADN auxquels j'avais pas du tout pensé. Et puis il y a forcément ce petit lien, cette petite réflexion autour de qu'est-ce que la parentalité, est-ce que c'est la parentalité biologique ? Est-ce que c'est le fait d'avoir élevé son enfant? Ça c'était très beau à suivre. Mais voilà, une très bonne BD de vulgarisation scientifique autour de la génétique. J'ai trouvé ça très bien. Donc si c'est une thématique qui vous intéresse, foncez, c'était vraiment excellent. Êtes-vous toujours en vie? Moi je suis à la limite du dessèchement de la gorge. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, elle était un poil longue, je m'en excuse et j'espère que vous avez survécu jusqu'ici. Mais au moins vous avez plein d'idées de lecture assez chouettes pour les semaines ou mois à venir. Je vous attends en commentaire, venez discuter, venez me dire si vous avez des avis qui divergent ou qui rejoignent les miens, si certains de ces livres vous tentent ou s'ils sont dans votre wishlist, pâle, tout ça. Je vous fais plein de bisous en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite plein de bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Et maintenant il faut faire la miniature.